Salut tout le monde et excellente année, Scandaria vous souhaite ses meilleurs vœux. Merci à toutes les personnes qui nous suivent et qui ont fait vraiment monter les scores de cette magnifique entreprise et de cette magnifique chaîne sur YouTube. Maintenant, j'ai pris un peu mon temps pour vous sortir cet octogone. On va vous sortir un octogone tech aussi parce que là les nouvelles se sont précipitées après le nouvel an. Et en fait, je sais même plus où donner de la tête, c'est chaud. Limite, dans cet octogone, vous allez avoir une sorte d'agenda de mes nouvelles vidéos aussi YouTube, parce qu'il faudra développer certains points. Bien sûr, il y a eu les attentats du Nouvel An. Aujourd'hui, les médias alternatifs, les médias citoyens américains sont en train de dire que ça ressemble à une opération de l'État profond à plusieurs égards. On va analyser cette hypothèse, qui est évidemment une hypothèse sérieuse. Je rappelle aussi que donc Redacted News, nos confrères de Redacted News, Nathalie et Clayton Morris, ont déclaré que, enfin, ont noté, puisque ça a apparu dans la presse poubelle classique américaine, que la rumeur commençait à enfler aux États-Unis de la possibilité que les Iraniens aient introduit des missiles sol-air aux États-Unis, des missiles solaires évidemment de fabrication iranienne. Tout ça, bien sûr, pour précipiter une guerre des États-Unis avec l'Iran. À savoir, évidemment, même Trump élu, qui est donc le président le plus anti-guerre depuis 50 ans aux États-Unis, eh bien, si jamais il y a un avion de ligne américain qui est shooté par un missile sol-air de fabrication iranienne prétendument, il est certain qu'il sera absolument obligé d'engager une guerre avec l'Iran. Laquelle guerre est celle que le Likoud aimerait le voir mener pour lui? Bon, la totalité du renseignement israélien n'est pas forcément de cet avis, vous l'avez vu aux manifs contre Netanyahou. Et puis vous avez bien sûr cette interview qui est sortie, de cet entretien où en off, Trump dit Netanyahou est un sale menteur, il a essayé de nous faire rentrer dans toutes les guerres possibles, y compris la guerre en Irak, à laquelle s'est opposé Trump. Trump s'est vertement opposé à la guerre en Irak. Il a même d'ailleurs dit plus tard que c'était une de ses raisons pour entrer en politique, mais publiquement, dès 2003, il était contre cette guerre. Et bien voilà, ça c'est ce qui se murmure aujourd'hui sur les médias citoyens américains, et je pense que c'est une hypothèse à prendre au sérieux. J'espère bien sûr que ça n'arrivera pas, mais il se peut que les attentats qui aient eu lieu autour du jour de l'an aux États-Unis aient pu commencer à être de cette nature. Bien sûr, on a les incendies à Los Angeles, alors des incendies qui sont d'autant plus graves que là aussi on se retrouve avec le caractère affligeant de la DEI, Diversity, je sais même plus ce que le E veut dire, et Inclusion c'est le I, voilà, Diversity, Equity and Inclusion, bon. Les pompiers de Californie et de Los Angeles en particulier étaient complètement devenus DEI, c'est-à-dire on les sélectionnait absolument plus sur leurs compétences, mais sur leur appartenance à certains groupes, sexuels, ethniques ou autres. Or là, je crois qu'il faut déjà commencer par un petit point rapide, parce que j'ai pas envie de traiter ce sujet non plus 40 ans. J'ai toujours été contre l'affirmative action, la discrimination positive. Je sais qu'en France, on l'a fait à Sciences Po. Je suis contre, dans l'absolu, parce que si vous êtes issu de, par exemple, pour la discrimination positive en faveur des gens issus de l'immigration, bon, ce qui est donc partiellement mon cas, puisque je suis par mon père issu de l'immigration et par ma mère français de souche, entre guillemets, bien que ma mère elle-même soit moitié issue de l'immigration et moitié française de souche, vous faites de ça ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas tellement envie qu'on puisse dire « Ah, t'es rentré dans tel ou tel programme par diversité, mais en fait, t'avais pas le niveau. » Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la République française, dans le cas français, un État doit garantir l'égalité des droits, c'est-à-dire un État doit garantir que, par exemple, personne ne peut perdre un droit de par sa sexualité. Évidemment, on ne considère pas la pédophilie comme une sexualité, ça va de soi, même si certains aimeraient. Mais, si on veut être sérieux, personne ne peut perdre un droit du fait de sa sexualité. Quelqu'un qui est homosexuel ne peut pas perdre un droit. Je suis complètement d'accord. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être embauché parce qu'il est homosexuel, ou parce qu'elle est homosexuelle. Mais là, en fait, on a atteint une perversité très grave, qui est qu'aux États-Unis, et la mode venant des États-Unis, c'est de plus en plus le cas en Europe, on en est à donner des droits supplémentaires. En fait, à dire, vous avez plus de droits à candidater comme chef de la police aux États-Unis, au Royaume-Uni, ou comme chef des pompiers à Los Angeles, si vous êtes gay. Ça, c'est complètement inacceptable, c'est complètement innommable. Ça ne peut pas être fait. Normalement, l'égalité dit simplement, si vous avez les mêmes compétences, il est rigoureusement, strictement interdit de vous discriminer parce que vous êtes gay. C'est ça, l'égalité. Et si quelqu'un le fait,
Si quelqu'un reçoit, voit bien votre candidature, vos compétences sont égales, mais vous a discriminé parce que vous êtes gay, ou diversité ethnique, religieuse, que sais-je, ça c'est complètement interdit. Par contre, dire on veut un homosexuel à ce poste, c'est une perversité. Voilà, c'est complètement scandaleux. Or, de toute évidence, la hiérarchie, l'organigramme des pompiers de Los Angeles n'avait plus aucune base méritocratique. On recrutait des gens parce que ça faisait bien sur les photos. D'ailleurs, il devait y avoir très certainement tout un tas de gens gays, en l'occurrence, qui étaient beaucoup plus compétents que les personnes qui ont été mises aux pompiers de Los Angeles. Ça semble pas être très très dur, de toute évidence, vu ce qui se passe. Mais on les a pas mis non plus. Parce que l'idée, à partir du moment où on se dit on va juste faire de ces postes des paravents politiques, on n'a pas le temps non plus de sélectionner sur la compétence, hein, on va pas déconner. Voilà. Donc on va juste prendre quelqu'un qui passe bien, qui vote bien, qui est du bon groupe, qui va nous donner des voix, et puis ensuite, est-ce qu'il ou elle est compétente? Ça, on verra plus tard. C'est littéralement ce qui est en train de se passer à Los Angeles. C'est-à-dire que dès qu'on essaye, et c'est une tentation politique systématique, de faire d'un poste municipal en l'occurrence, mais ça peut être un poste régional, n'importe quoi, de faire d'un poste un paravent politique. Regardez, je crois que c'était le ministre de l'énergie ou je sais plus quoi, qui était non-binaire, qui volait les valises, qui avait tout un tas de soumis habillés en chien, enfin bon. C'était pas la personne la plus compétente. Point. Voilà. Si pour ce niveau-là de dinguerie, il fallait vraiment qu'elle soit compétente, ça l'était pas. Non, ça l'était même pas du tout en fait. Et on l'a mise là parce que le but c'était de dire, regardez, on va faire un quadrillage politique, on va faire ce qu'on appelle du canvassing aux États-Unis, on va prendre un poste pour telle communauté, un poste pour telle communauté, un poste pour telle communauté, on pourra faire ensuite des photos, et puis à la fin on se dit, mais au fait ces postes, ils n'ont pas une vraie fonction. Je sais pas, chef des pompiers par exemple, t'es pas censé aussi savoir faire de la lutte contre les incendies? Non, chef des pompiers c'est juste un poste supplémentaire qu'on contrôle par la municipalité et qui va nous permettre d'appeler telle ou telle communauté à voter pour nous. Bon. Voilà les conneries qui se passent quand on fait ça. Et Los Angeles, c'est ça, bien sûr, hein, rien à voir avec le réchauffement climatique ou quoi que ce soit d'autre, ça a toujours bon goût. Hein, d'ailleurs, on a des commentateurs qui l'ont très bien dit, on dit, vous savez, l'excuse, le réchauffement climatique a mangé mes devoirs, ne marche plus. Hein, sous-entendu, mon chien a mangé mes devoirs, my dog ate my homework, qui est l'excuse classique qu'un cancre va donner aux États-Unis. Eh ben, cette excuse, elle marche plus. Vous deviez faire un département de lutte contre les incendies qui soit efficace dans une des plus grandes villes au monde. Vous l'avez pas fait, voilà ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, tout un tas de lanceurs d'alerte avaient alerté, d'ailleurs, au point que Donald Trump lui-même, et ça c'est absolument terrifiant, chez Joe Rogan, dans son interview avant les élections, donc il n'était même pas encore président élu, avait dit « Ce qui se passe avec la lutte anti-incendie en Californie est un scandale, ils font n'importe quoi. » Bon. Donc, soit il était devin, le mec, soit il était vraiment complètement devin, et il y avait en face le meilleur département de lutte contre les incendies du monde, mais Trump, il a de l'inspiration divine qui lui descend directement du ciel, donc c'est normal. Soit le département anti-incendie de Los Angeles est de la grosse merde. Je vous laisse conclure comme vous l'entendez. Donc bon, alors, puisqu'on parle de Trump, ça y est, moi j'ai du mal à suivre. On va renommer le golfe du Mexique le golfe des Amériques. Ensuite, on va appeler, c'est littéralement la couve du New York Post. Ils ont appelé ça la doctrine Donroe. Et donc ça, je vais finir par en faire une vidéo dédiée sur ma chaîne. Hein, c'est juste que ça prendra le temps qu'il faut. Mais je vous donne déjà les grandes lignes, puisqu'ici, on est dans l'octogone. On fait de la revue de presse. La doctrine Donroe, alors c'est en référence à la doctrine Monroe. Vous savez, dans le temps, Henri Guillemin, vous verrez la doctrine Monroe, parce que ça fallait franciser les noms. Donc, en référence au président des États-Unis, Monroe, qui avait dit aux puissances européennes, l'hémisphère occidental, sous-entendu les deux Amériques, c'est une chasse gardée, on vous interdit de vous déployer. La dernière grande ingérence, c'était Napoléon III qui avait tenté de se forger un empire catholique au Mexique. Et ça a complètement foiré sans même l'intervention trop suivie des Américains. Et la doctrine Monroe, c'est donc puissances européennes, laisser l'hémisphère occidental, les Amériques, comme notre chasse gardée. Donc la doctrine Donroe, Don comme Donald, mais aussi comme le Don, puisque vous vous rappelez qu'on l'appelle comme ça, et ça a un lien avec ce qu'il fait, c'est que maintenant, America First signifie expansion politique des États-Unis dans l'hémisphère occidental. Alors, le canal de Panama, bien sûr, il leur a dit on va le récupérer si on veut, parce que fuck you. Alors il faut se rappeler que le Panama,
a pris son indépendance de la Colombie avec l'aide des États-Unis à l'époque, qui voulait justement en faire un micro-État très facile à contrôler. Les États-Unis sont intervenus au Panama et dans les années 80. Et puis, surtout, les États-Unis ont créé, avec la CIA, un tampon, un no man's land, le Darin, entre la Colombie et le Panama, pour que jamais la Colombie ne puisse récupérer le Panama et menacer les intérêts américains, qui sont de faire communiquer les deux rives, les deux façades océaniques, avec leurs deux flottes. Maintenant, il y a le Groenland et le Canada. Alors, c'est marrant parce que ma chaîne YouTube, elle a commencé avec des questions. Déjà, Trump peut-il récupérer le Groenland? Et à l'époque, tout le monde le prenait pour un fou. En fait, il peut totalement récupérer le Groenland. Le peuple groenlandais peut tout à fait voter en faveur de son indépendance du Danemark, surtout si on lui donne des offres, si on lui fait des propositions intéressantes en ce sens. Ils sont que 40 000. Donc, ils sont les seuls légitimes au regard du droit international à déterminer le destin de cette terre. Hein. C'est comme ça. C'est pas les ours blancs qui votent, c'est eux. Et eux sont les seuls légitimes pour déterminer le destin du Groenland, qui est la plus grande île au monde. Sauf si vous considérez bien sûr l'Australie comme une île, ce qui se discute. Donc, à partir de ce moment-là, 40 000, je compte même pas les enfants qui ne votent pas. Mais bon, grosso modo, ça veut dire que si vous donnez 100 000 $ à la moitié de la population, ça vous coûtera 20 milliards au max. Bon. Si ensuite vous rajoutez des éléments du type on va vous défendre des ingérences chinoises et russes dans la zone, parce que l'Arctique, il faut bien comprendre, c'est la Méditerranée de l'hémisphère nord. Si vous voulez, c'est comme la Méditerranée du temps des Romains et des Carthaginois. Vous avez deux puissances qui s'opposent sur chaque rive, puisque l'océan glacial arctique a bien deux rives. Il y a la rive canadienne avec le Groenland aussi, et il y a la rive russe. Et les Chinois se considèrent comme une puissance arctique proche, même s'ils n'ont pas d'accès direct à l'Arctique, mais leur route commerciale leur donne un intérêt à contrôler une partie de l'Arctique. Les Russes ont planté un drapeau à la verticale du pôle Nord en 2006 avec un drapeau en titane dans les fonds marins, et les Russes qui ont signé et ratifié les accords de Montego Bay, donc l'UNCLOS, les conventions des Nations Unies pour les lois de la mer, qui dispose que si votre plateau continental se prolonge, vous pouvez réclamer plus que les fameux 12 000 nautiques comme territoire exclusif. Donc les Russes ont fait savoir que selon leur institut géologique, leur plateau continental s'étendait, et que donc ils peuvent revendiquer en tout cas la partie géographique du pôle Nord. Et les Américains sont sur l'autre rive. Et enfin, les Américains dans le sens des continents américains, pas forcément dans le sens des États-Uniens, comme on dit. Et donc, c'est dans l'intérêt stratégique de Trump de contrôler la façade canadienne et la façade du Groenland. Alors, du coup, il utilise une méthode de négo sur laquelle je reviendrai quand j'en parlerai sur YouTube, qui est la méthode de négo du leurre ou du decoy. Vous savez, au Starbucks, le but est de vous faire acheter le format moyen. Donc, il y a le petit, moyen, grand. J'oublie toujours comment ça s'appelle. Le grand, c'est venti, en tout cas. Hein. Et donc, le venti, il n'est pas là pour que vous l'achetiez, il y a bien des gens qui l'achètent, hein, mais il n'est pas là pour que vous l'achetiez, il est là pour que l'option moyenne semble raisonnable en comparaison. Et Trump est parfaitement conscient de cette technique de négo, et d'ailleurs il en parle dans son livre, The Art of the Deal, où il dit, voilà, il y en a c'est la poésie, il y en a c'est la peinture, moi c'est le deal, j'adore ça, c'est un art pour moi. D'où le titre du livre, The Art of the Deal. Et cet art, eh bien, je sais que par exemple pour l'exercer, il faut demander beaucoup plus. Comme ça, hein, c'est le fameux proverbe, visez la lune, si vous ratez, vous serez dans les étoiles. Il faut demander beaucoup plus, comme ça, on obtient quand même ce qui nous intéresse. Donc, que fait Trump? Il veut le Groenland. Puis il vous sort direct le Canada. Le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde. C'est dans la catégorie demander beaucoup plus, ça se pose là. Bon. Eh bien, il veut le Groenland, mais il vous sort le Canada, 51e État. T'as Elon Musk qui troll Trudeau, parce que Elon Musk a flingué Trudeau à plusieurs reprises, et il le vaut bien. Donc Elon Musk vient de dire là, fillette, voilà, c'est comme ça qu'il a appelé Trudeau. Fillette, tu n'es plus gouverneur du 51e État, le Canada, donc on s'en fout de ce que tu penses. Ça, c'est fait. Et bon, Trump n'aura pas le Canada, encore que tout est possible maintenant. Ce qui est le plus fou, c'est que ça devienne envisageable. Avec un très très faible niveau de probabilité, mais le plus fou, c'est que ça devienne envisageable. Et en fait, à partir du moment où ça devient envisageable, il a gagné. C'est ça le truc. Parce qu'à partir du moment où ça devient envisageable, où on commence à en discuter, au point que Pierre Poilievre, qui semble être le successeur le plus plausible de Trudeau comme Premier ministre canadien, en soit réduit à dire non, non, jamais le Canada sera américain, rassurez-vous, ça c'est une victoire majeure, parce que du coup ça veut dire qu'en comparaison, la récupération du Groenland est totalement rationnelle, raisonnable, en comparaison.
Et ça fait qu'il va l'avoir à mon avis. Donc le Danemark peut pas faire grand-chose, hein, à part changer son... Le Danemark, tout ce qu'ils ont fait, c'est changer leur blason. Voilà, ils ont mis une place plus grosse pour le Groenland sur leur blason. Bon, ok, mais je veux dire, il faut être très sérieux, 5 minutes. En un claquement de doigts, Trump peut convaincre le peuple groenlandais, qui n'est pas en très bon terme avec le Danemark, de changer d'allégeance, et ça deviendra un territoire, pas forcément un État, un territoire américain. Bon, alors voilà toutes les dingueries. Hein. Le Panama, que donc une du New York Post nous disait... le Groenland deviendrait Our Land, le Canada deviendrait le 51e État, le Golfe du Mexique deviendrait le Golfe d'Amérique, et le canal du Panama deviendrait le canal du Pamaga. MAGA, Make America Great Again. Bon, voilà, on en est. Le niveau de what the fuck est total, mais du coup, difficile de faire un octogone tout à fait sérieux là-dessus. Alors, maintenant, les attentats donc pour le jour de l'an. Alors, on a un attentat à la voiture bélier à la Nouvelle-Orléans, 1er janvier 2025, à 3h15 du matin, un homme identifié comme Shamsuddin Jabbar, un vétéran de l'armée américaine de 42 ans, originaire du Texas, a foncé avec un pick-up Ford blanc dans une foule sur Bourbon Street, l'une des rues les plus célèbres et animées de la Nouvelle-Orléans. Jabbar est ensuite sorti du véhicule et a ouvert le feu sur la foule et sur les policiers intervenus avant d'être abattu. L'attaque a causé la mort de 15 personnes, incluant l'assaillant, et a fait une trentaine de blessés. Le FBI a qualifié l'incident d'attaque terroriste inspiré par l'État islamique, le fameux État islamique dont Hamid Karzai avait dit qu'il avait été créé par la CIA. Après qu'un drapeau de l'organisation et 2 engins explosifs aient été retrouvés dans le véhicule, selon le FBI, Jabbar aurait agi seul. Oui, bien sûr, l'hypothèse toujours du loup solitaire, on va y revenir. Des critiques ont été soulevées sur le dispositif de sécurité. Selon certains médias et commentateurs sur X, les barrières hydrauliques destinées à prévenir ce type d'attentat n'étaient pas opérationnelles au moment de l'attaque. Donc déjà, stratégie de l'attention, comme bonne vieille époque des années de plomb en Italie, où la CIA organisait des attentats sous faux drapeau pour accuser les communistes. Hein. Puis ça, c'est complètement déclassifié, on le sait, maintenant les attentats de Bologne ont été organisés par des cellules fascistes pour accuser les communistes, et ces cellules fascistes étaient en lien avec la CIA. Bon, explosion d'un Cybertruck devant un hôtel de Trump. Alors ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles vous avez l'octogone. Parce que si vous aviez suivi la presse poubelle, et je déplore que le Guardian soit maintenant devenu un représentant de la presse poubelle, mais si vous aviez suivi la presse poubelle, eh bien vous auriez lu comme gros titre « Un Cybertruck explose, un mort ». Voilà. Sous-entendu, les batteries du Cybertruck, on sait bien que les batteries, ça peut exploser. Sous-entendu, les batteries du Cybertruck sont pas sûres du tout, et donc un Cybertruck explose et ça a fait un mort. Voilà ce que le Guardian a titré, ce que plein de canards français ont titré, enfin la presse poubelle dans ses œuvres. Bon, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ancien béret vert, Matthew Alan Livelsberger, et un ancien béret vert qui a 15 ans de service. Hein, donc les forces spéciales américaines, les bérets verts, c'est Rambo. Les bérets verts, en plus, c'est pas n'importe quelle force spéciale, c'est des forces spéciales qui sont formées spécifiquement pour organiser des guérillas derrière les lignes ennemies. Donc on parle de gens qui sont formés pour organiser des équipes, pas pour agir seul. Le béret vert, il n'est pas formé pour agir seul. De toute façon, aucune force spéciale n'est formée pour agir seul. Mais spécifiquement, le béret vert, il est formé pour faire des groupes de guérillas derrière les lignes ennemies avec les locaux. D'organiser les locaux pour ça, c'est à ça qu'il sert. Donc typiquement, le béret vert, c'est le personnage de Marlon Brando dans Apocalypse Now. Alors, je vous lis la note. Au petit matin du 1er janvier, une Tesla modèle Cybertruck a explosé devant l'entrée de l'hôtel Trump International à Las Vegas. L'explosion a blessé 7 personnes et causé la mort du conducteur, identifié comme étant Matthew Alan Livelsberger, un membre des forces spéciales américaines, les bérets verts, en service actif. En service actif. Passé par Fort Bragg. Fort Bragg, c'est aussi le fort où est passé l'illuminé, le deuxième qui a tenté de tirer sur Trump après les attentats de Butler. Vous aviez eu un cinglé à cheveux verts qui... oui, il se teignait les cheveux en vert. Vous me direz Baudelaire aussi, mais bon, Baudelaire, il essayait pas de tuer des gens. Oui, pour la petite histoire, Baudelaire, c'était vraiment teint les cheveux en vert. Ce cinglé, qui était un recruteur de l'armée ukrainienne, donc il avait mené des campagnes de recrutement pour l'armée ukrainienne et des campagnes de dons, et il a été passé par Fort Bragg. Ça fait la 3e ou 4e personne qui passe par Fort Bragg et qui organise des attentats sur le sol américain. Ça commence à être un peu curieux. Les enquêtes ont confirmé que cette explosion avait été causée par des feux d'artifice, des bouteilles de gaz et du carburant de camping placés intentionnellement dans le coffre, et non par un défaut du véhicule lui-même. Merci le Guardian. C'est pas le Guardian qui dit ça, c'est le Guardian a dit sous-entendu, voilà, bon.
Plusieurs médias officiels avaient en effet initialement laissé entendre que l'explosion avait été causée par une combustion de la batterie, rejetant la possibilité d'un attentat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après Newsweek qui vous dit finalement Trump ne s'est pas fait tirer dessus, on a les médias qui disent ouais non c'est un Cybertruck qui a explosé parce que Musk il fait de la camelote. Hein. Alors voilà, donc causé par laissé entendre que l'explosion avait été causée par une combustion de la batterie, rejetant la possibilité d'un attentat. Elon Musk et des responsables de Tesla ont confirmé que toutes les données de télémétrie du véhicule n'indiquaient aucun problème avec le Cybertruck au moment de l'explosion. Au contraire, selon la police et des témoins sur place, la construction du modèle Cybertruck, conçu avec des matériaux par balle, aurait permis de contenir l'explosion, minimisant les dommages dans la zone environnante. Les portes vitrées de l'entrée de l'hôtel sont par exemple restées intactes. Donc en fait, c'est une publicité géante pour le Cybertruck, cet événement. Mais les salopards qui possèdent des titres de presse, eh bien, vous ont dit le contraire. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc, on a un mec qui est ancien béret vert, en service actif, pardon, il est même pas ancien, 15 ans de service, et encore en service actif, qui est passé par Fort Bragg, et qui a organisé une tentative d'assassinat sur Trump et Musk. Je sais pas comment vous dire que ça pue. Et évidemment, le FBI arrive après que la presse ait tenté de blanchir le mensonge, exactement comme le FBI avait dit, parce que c'était le FBI, la source de Newsweek, quand Newsweek avait dit Trump ne s'était pas fait tirer dessus à Butler, Pennsylvanie. Eh bien, le FBI, c'était la source qui avait dit ça. Et ben de la même façon, c'est le FBI qui a dit non, c'est un loup solitaire, c'est voilà, bon, on sait pas trop, puis voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Les premiers éléments de l'enquête rapportent que 2 armes de poing semi-automatiques achetées légalement le 30 décembre ont été récupérées au pied de l'assaillant. Selon le shérif de Las Vegas, Livelsberger se serait lui-même blessé par balle à la tête avant de commettre cet attentat. Alors, avec un Desert Eagle, le genre d'arme que jamais un béret vert ne va utiliser. Le Desert Eagle, c'est une saloperie que personne n'utilise en théâtre des opérations. C'est vraiment un flingue de merde. En plus de ça, il n'est pas fiable et il a une capacité de 6 plus 1 balle. C'est de la merde, ou 7 plus 1. Bon. Donc déjà, rien que ça m'étonne. Mais bon, l'un des 2 téléphones retrouvés dans le véhicule semblait contenir un journal dans lequel le suspect exprimait son patriotisme, mais jugeait aussi que l'Amérique se dirigeait, je cite, vers un effondrement. Il témoignait aussi souffrir de stress post-traumatique et, je cite, un besoin de soulager son esprit des frères qu'il a perdus et des vies qu'il a prises. Ce que je peux comprendre à la limite, parce qu'en effet, être dans les forces spéciales, c'est pas du tout de tout repos. Alors, lien entre les 2 attentats. Les autorités américaines, FBI et police locale, ont assuré qu'aucun lien, bien sûr, aucun lien fils unique, n'est pour le moment établi entre les 2 assaillants. Cependant, certains éléments des enquêtes rapportent des connexions. Les 2 suspects ont loué des véhicules via la même agence de location, Turo, mais pas dans les mêmes villes. Ils auraient tous les 2 servi à Fort Bragg. Oh tiens, ça fait donc 3, hein. On a celui de la Nouvelle-Orléans qui a servi à Fort Bragg, Fort Liberty, celui du Cybertruck et le cinglé à cheveux verts qui avait tenté de buter Trump après Butler, Pennsylvanie. Ça fait 3 gars qui sont passés par Fort Bragg, mais aucun lien fils unique. Bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'ils aient servi en même temps. Oui, bien sûr, sauf que si à Fort Bragg, il y avait un programme, disons comme ça, de la CIA, au hasard, pour former des illuminés assassins, Lee Harvey Oswald, etc. Bon. Bah, le fait qu'ils aient servi ensemble ne ferait aucune différence. Et voilà la situation. Donc c'est des 2 mecs qui sont... Ça fait 3 gars qui sont passés par Fort Bragg qui, en moins de 8 semaines, 10 semaines, en moins de 10 semaines, ont tenté d'assassiner des gens aux États-Unis. Et 2 fois Donald Trump en particulier. Mais on ne sait pas. Vous comprenez ? On n'est pas certain. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Bon, déjà, voilà, ça pue, et on fait l'octogone média citoyen pour que quand la presse ne fait pas son travail, la presse poubelle, que voulez-vous, elle n'est pas là pour faire son travail, elle est là pour intoxiquer ses lecteurs, elle est là pour donner un point de vue à ses lecteurs qui n'est pas celui de la vérité. Et ben nous, on respecte la charte de Munich ici, et comme on respecte la charte de Munich, on vous dit que non, ce n'est pas, vous savez, c'est du rechecking, non, 3 petits points, non, ce n'est pas la batterie du Cybertruck qui a fait péter ce véhicule devant l'hôtel de Las Vegas, et non, il n'y a pas de base, aucun lien entre 3 personnes qui ont tenté de buter les Américains sur le sol américain et qui sont toutes passées par Fort Bragg. Justin Trudeau démissionne, le dollar canadien remonte. Alors j'en profite pour vous dire que vraisemblablement l'État profond américain prévoit une grosse saloperie pour Trump, pas seulement d'un point de vue attentat terroriste ou violence, mais certainement aussi sur le plan financier. D'abord Powell, qui n'est pas tellement l'ami de Trump, même si c'est Trump qui a contribué à le nommer au départ, hein, mais bon, il a tellement été trahi, le pauvre, puis c'était à chaque fois des concessions dans son premier mandat, il n'avait pas les coups des franches. Mais, le point important, eh bien, c'est que Powell décide de savonner la planche à Trump. Comment il décide de lui savonner la planche ? Alors déjà, on lui demande si Trump vous dit de démissionner, est-ce que vous démissionnerez ? Il lui dira non.
fuck you. Tu sais, au bout d'un moment, ouais, j'imprime la monnaie américaine, donc c'est pas comme si je devais rendre des comptes au peuple américain, vu qu'il n'est pas élu par le peuple, ni au président américain, qui pourtant le nomme. Donc non, s'il me dit de démissionner, je démissionnerai pas, fuck you. Et peu de temps après, que fait Powell ? Une magnifique déclaration hawkish, donc hawk, hein, colombe versus faucon. Alors faucon pour la fédérale, ça ne veut pas dire vouloir envahir des pays, mais ça veut dire vouloir remonter les taux. Donc il fait une magnifique déclaration qui est faite sur mesure, parce que vous savez bien qu'un président de la Federal Reserve, ça ne fait pas des déclarations comme ça au hasard. Il avait parfaitement calibré cette déclaration pour qu'elle soit interprétée par toute la presse comme une déclaration hawkish. Et du coup, boum, un effondrement des bourses. Alors, un effondrement, une correction. Vous ajoutez à ça une correction sur les cryptos, compris leur correction à ce moment-là. Bien entendu, ma thèse, c'est ce que disait Robert Kiyosaki, BlackRock veut faire le plein de Bitcoin et de toute évidence, il manipule le cours à la baisse, comme littéralement tout ce que BlackRock possède. Enfin, BlackRock, leur job, quand on pèse 13 000 milliards d'actifs sous gestion, c'est de corneriser les markets. C'est le but, je veux dire. Quand vous êtes aussi gros, vous allez profiter de votre poids. Faut arrêter de croire, ouais, non, ils sont gentils, BlackRock, ils oseraient jamais profiter de leur poids. Bon, faut être complètement con pour penser une chose pareille. BlackRock, son avantage compétitif, c'est son poids, c'est sa taille. Donc, quand on est aussi gros, on peut manipuler les marchés, on va pas s'en priver. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le faire. Bon, il y a eu cette correction sur les cryptos. Trump s'est annoncé très crypto-friendly, donc évidemment les cryptos ont monté après son élection. Mais là, Powell, quand il annonce, il fait des annonces hawkish, ça corrige les cryptos, ça corrige aussi les marchés financiers en général. Et Tesla a donc pris une double correction, bon, qui n'est pas non plus fatale, hein, mais une double correction. Le cas du Cybertruck qui est annoncé par toute la presse, vous imaginez bien que Jean PNJ, il se dit faut vendre mes Tesla. Bon, parce que si le Cybertruck est aussi pourri que ça, etc., et que sa batterie peut péter, il faut vendre. Donc ça a bien corrigé l'action Tesla. Et après, vous ajoutez les déclarations hawkish de Powell. Et à mon avis, ils vont en mettre ça. C'est pas encore terminé. Jusqu'au bout, ils vont tenter de monter une crise économique à Trump, parce que rien ne serait pire à la crédibilité de Trump et au coup des franges de Trump qu'une bonne crise financière. Donc, maintenant, quand Justin Trudeau démissionne, le dollar canadien remonte, c'est normal, hein, ça pouvait pas être pire que Justin Trudeau, c'est donc très vraisemblablement Pierre Poilievre qui est le mieux placé pour battre la gauche canadienne. Gauche, bon, c'est pas vraiment la gauche, quand on voit ce qu'ils ont fait aux camionneurs, ils n'ont pas tellement protégé les prolos et les ouvriers. Lors d'une allocation officielle ce lundi 6 janvier 2025, Justin Trudeau a annoncé qu'il quitterait son poste de chef de parti du Parti libéral. Donc libéral, ça veut bien dire, attention, n'oubliez jamais, liberal, ça veut dire gauche aux États-Unis. Et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef. Cette annonce confirme l'information qui circulait depuis quelques jours dans les médias canadiens, citant des sources anonymes provenant de son parti. Alors d'où ça vient ? Ça vient du fait que Trump lui a collé la pression de ses beaux jours à base de 25% de droits de douane avec les importations canadiennes. Et le Canada est tellement dépendant des États-Unis qu'en effet, c'est une des raisons pour lesquelles Trump a pu embrayer comme ça sur des annonces du type pourquoi le Canada ne deviendrait pas le 51e État américain. C'est-à-dire qu'au début, il colle la pression à Trudeau en sachant que son gouvernement est faible et qu'il ne s'en relèvera pas sur cette histoire de droits de douane. Et il lui dit, écoutez, si vous voulez plus avoir de droits de douane, il suffit que vous deveniez un État américain. Comme ça, c'est simple. Et ensuite, il développe la blague en disant, voilà, en postant sur Truth Social, son média, et puis donc ensuite sur X, en postant, voilà, le Canada deviendra le 51e État. Et ça montre à quel point le Canada est vulnérable, en fait, vis-à-vis des États-Unis. D'abord parce que leur défense aérienne, leur espace aérien est défendu par les États-Unis. C'est aussi simple que ça, c'est le NORAD. Et puis, bon, en termes d'armée, etc., n'en parlons même pas. Enfin, le Canada, il y a un bon 5e de sa souveraineté qui est dans les mains des States. Et quand je dis un 5e, je suis gentil. Donc il y a une énorme part de la souveraineté canadienne qui est entre les mains des States. Or, depuis très longtemps, Trump accuse le Canada d'être une porte d'entrée de la Chine vers l'Amérique du Nord, avec notamment Vancouver. Alors Vancouver, c'est pas comme s'il n'y avait jamais eu de communauté chinoise là-bas, hein. C'est une des plus vieilles communautés chinoises de l'histoire américaine, avec San Francisco. Il y a des Chinatown à Vancouver depuis très longtemps. Ce sont en partie des Chinois qui ont conçu cette ville. Mais depuis un certain temps, il y a eu beaucoup de blanchiment d'argent de la part de la mafia, de crime organisé chinois au Canada via Vancouver.
Et Trump accusait, donc pas que Trump, mais les conservateurs aux États-Unis accusaient le Canada d'être la porte d'entrée donc d'ingérence et d'influence chinoise. Donc ce sujet était déjà sur la table. Mais là, ça montre à quel point les États-Unis peuvent coller une pression monumentale au Canada. Et que si cette pression leur est collée, le Canada n'a pas d'allié. C'est pas le Royaume-Uni qui va empêcher ça. Et en fait, le Canada sera seul. Et seul, je ne sais pas si vraiment il devait y avoir une guerre économique totale entre le Canada et les États-Unis pendant 4 ans. Je ne suis pas certain que le Canada s'en remettrait. En plus de ça, la population canadienne est très faible, comparée bien sûr à celle des États-Unis. Et la totalité donc, de l'économie canadienne dépend de l'économie américaine. Donc bon, à partir de ce moment-là, on peut, à mon avis, pronostiquer que ça va être compliqué pour le Canada d'antagoniser Trump. Chef du gouvernement canadien depuis 2015, Justin Trudeau faisait face à des dissensions internes au sein de son parti et montrait une popularité de plus en plus en déclin. On lui reproche d'être responsable de la forte inflation, d'une crise du logement, de la dégradation des services publics. La pression s'est intensifiée avec la démission surprise de sa vice-première ministre Chrystia Freeland. Donc c'est à ce moment-là que le moment de faiblesse était le plus élevé et c'est là que Trump a décidé de parler des droits de douane. Donc cette démission de Chrystia Freeland en décembre 2024 en raison de désaccords sur la politique économique liée aux relations futures avec les États-Unis sous l'administration Trump. Plusieurs membres de son parti ainsi que des leaders de l'opposition, incluant les conservateurs et le Bloc québécois, avaient publiquement appelé à sa démission. Donc bien sûr, les conservateurs, c'est Poilièvre. Avant d'être confirmée, la rumeur de sa démission avait reçu un accueil très favorable sur les marchés. Plus précisément, le dollar canadien aurait gagné environ 0,4%, atteignant 1,4 $ canadien par dollar US, marquant ainsi sa première hausse en plusieurs séances. Cela intervient malgré le fait que la devise soit proche de son niveau le plus faible depuis mars 2020, après avoir perdu plus de 7% face au dollar US au cours de l'année écoulée. Les analystes financiers ont expliqué que cette démission pourrait marquer la fin de l'incertitude politique et ouvrir la voie vers une meilleure stabilité du dollar canadien. Bon. Alors, on va aussi parler de l'Ukraine un peu, mais avant de parler de l'Ukraine, je voudrais parler donc des fameux gangs de violeurs pakistanais au Royaume-Uni. On vous présente ça comme un complot raciste de l'extrême droite. Non, ces gangs pakistanais existent. Ils ont vraiment violé pas des milliers, des dizaines de milliers de jeunes filles britanniques et les ont forcées à la prostitution. C'est médiéval le truc. Certes, c'était sur 20 ans, d'où le chiffre énorme, mais quand même. Le point le plus important, c'est que on a maintenant les preuves de ce que les autorités britanniques ont fermé les yeux, et on a d'autant plus les preuves, fermé les yeux pour des raisons politiques, pour du clientélisme électoral, ce qui est encore plus grave. Moi qui suis musulman, je trouve ça encore plus grave. Je veux pas qu'on aille draguer mes co-religionnaires de cette façon. Vous pouvez draguer mes co-religionnaires de toutes les façons que vous voulez, mais certainement pas en disant, quand vous avez des co-religionnaires qui font d'énormes saloperies du type violer et prostituer des jeunes filles britanniques, on n'en parlera pas parce qu'on veut pas vous outrer et on veut que vous votiez pour nous. Non, ça c'est immonde. Moi, quelqu'un qui tente de draguer mes co-religionnaires comme ça, jamais il aura ma voix. Ça c'est clair et net. Et je suis certain qu'il n'aura jamais la voix des personnes qui me suivent non plus. Mais, toujours pareil, c'est plus facile de faire ça. C'est plus facile d'aller canvasser les différents secteurs politiques en disant « Allez, pour la communauté pakistanaise, on va faire ça, on va fermer les yeux sur tel ou tel crime organisé qui en plus peut éventuellement faire des dons à notre parti. » Et c'est ça qui s'est passé. Au point que les députés britanniques viennent de voter à une large majorité non à l'ouverture d'une commission d'enquête sur cette affaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il n'y a rien qui nous dit plus « je suis innocent » que de voter contre l'ouverture d'une commission d'enquête sur ce dossier. Il n'y a rien qui dit plus, on est innocent, la preuve, on refuse d'enquêter. Donc Keir Starmer, qui en plus était procureur à l'époque, donc on a aujourd'hui de plus en plus de preuves qui s'accumulent contre lui pour démontrer que oui, il avait un intérêt à noyer toute enquête, et c'est des trucs très graves. Je veux dire, il y a des pères de famille qui ont tenté de sauver leur fille des griffes de ces proxénètes, et qui ont fait la prison eux, qui se sont fait inculper eux. C'est ça qui est encore plus grave. Un père de famille en particulier, mais il y en a plusieurs, et ces cas sont vraiment nombreux, est rentré dans l'appartement où sa fille était prostituée par un gang mafieux. Il a essayé de la libérer, et quand il en a parlé à la police l'a inculpé lui, pour violence aggravée, etc. Enfin, c'est fou. C'est fou. Et évidemment, quand la justice dysfonctionne tellement que le citoyen en est à devoir se faire justice lui-même, mais vous avez quelque chose de très grave.
Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Donc, voilà, je trouve ça immonde. Alors, j'en profite pour dire, venez plus jamais me parler de l'affaire Depardieu et de l'affaire Abbé Pierre après ça. Plus jamais. Et de l'affaire Norman, et même de l'affaire de ce bolos qui me déteste, mais qui méritait pas ce qui lui arrive, Léo Grasset, et qui mérite clairement pas ce qui lui arrive, il faut être honnête. Venez plus jamais me parler de ces affaires. Où il n'y a rien. Alors, l'affaire Darius Rochebin, tenez, mais il n'y a rien, le mec, il a même pas été inculpé. Darius Rochebin, il a jamais été mis en examen. Voilà. On l'a accusé de harcèlement sexuel en Suisse. Non, c'est la presse qui l'a accusé. Il n'a pas été mis en examen pour harcèlement sexuel. Donc, c'est pas à la presse d'accuser les gens, c'est à la justice. Je veux bien que la presse aide la justice à porter un regard sur un dossier. Je veux bien. Ça, c'est même une bonne chose. C'est le fait d'être lanceur d'alerte. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait que dalle. Le dossier était vide. Depardieu, ok, apparemment, il a été mis en examen. Mais je veux dire, il n'est pas condamné. Et ça n'a rien à voir avec des gangs de fils de pute qui violent et font violer des filles pendant 20 ans. On est d'accord? Eh ben là, ah non, c'est raciste de dire ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que Gégé Depardieu, c'est un blanc de Châteauroux, il a un traitement de faveur? On en revient à ces conneries de diversité, inclusion, etc. Mon cul sur la commode, on en revient à ça. On en revient à, ah bah non, vous comprenez, ça donne des droits supplémentaires. Être pakistanais et musulman, ça donne le droit d'avoir une carte sortez de prison et ne soyez même pas mis en examen si jamais vous violez des filles blanches. Bon, ça va pas. Ça va pas. Là, on est dans la connerie max, en fait. Donc, ce deux poids deux mesures, ou dans le dossier de l'abbé Pierre, que j'ai lu, les trucs qu'on a, c'est il lui a éventuellement effleuré un sein du revers de la main, littéralement. Hein. Il bouge la main, il lui effleure peut-être délibérément un sein du revers de la main, d'accord? Ça, c'est le dossier Abbé Pierre. Boum, la une de partout, tout le monde l'attaque, etc. Ce salopard d'Abbé Pierre, il y a des jardins Abbé Pierre qui veulent se faire renommer, et bien évidemment, la Fondation Abbé Pierre envisage de changer de nom. Enfin, voilà. Là, on a ça. Ah non, pas trop vite, attention. Hein. C'est plus compliqué que ça, vous comprenez. Et puis, c'est peut-être raciste de dire que ces gangs pakistanais, que ces gangs étaient pakistanais. Je suis désolé, ils l'étaient. Bon, bah, il y a des gangs de violeurs partout. Il y a des gangs de fils de pute de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions. Ça. Aucune religion n'a le monopole, vous inquiétez pas. Mais bon, en l'occurrence, oui, c'est un gang pakistanais. Ce sont des gangs pakistanais qui violaient des filles britanniques. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, plus jamais vous me parlez de l'affaire Depardieu, de l'affaire Abbé Pierre. De l'affaire Darius Rochebin. Et on est d'accord, je l'aime pas, Darius Rochebin. C'est pas un mec que je porte dans mon cœur. Les conneries qui sont débitées sur LCI 24h/24 me donnent pas une grande sympathie vis-à-vis du personnage, mais il mérite pas une seule seconde qu'on l'associe à du harcèlement sexuel, alors que le mec a été mis en examen 0. Tout comme Léo Grasset mérite pas non plus ce qui lui arrive, et tout comme Norman Tavo, qui a été blanchi, mais bon, blanchi, sauf que voilà, le mal est fait. Ne mérite pas. Norman Tavo, pour le coup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bon, voilà. Donc, ce deux poids deux mesures, absolument immonde. Vous avez d'un côté, on ferme les yeux. Enfin, d'un côté, une presse qui dit oh là là, c'est être un salopard de raciste d'extrême droite de dire qu'il y a bien des gangs pakistanais qui violent des gamines de façon suivie au Royaume-Uni depuis 2 décennies. Et de l'autre, une main qui effleure un sein de son revers, peut-être, sur un témoignage qui date de 2007, je crois. Bon. Là, d'un coup, couverture dans tous les sens, Mondiovision, etc. Allez vous faire foutre, bande de tartuffes. Voilà, je veux dire les choses clairement. Allez vous faire foutre. Vous êtes des tartuffes. Vous avez complètement montré que vous n'êtes pas des gens qui sont intéressés par l'impartialité et le sérieux. Allez vous faire foutre. Voilà. Ça, c'est dit. Alors maintenant, les nouvelles ukrainiennes. L'Ukraine confrontée à des vagues de désertion massive au sein de son armée. Pareil, vous verrez pas ça sur LCI, hein. Ni sur BFM, ni c'est pas le général... c'est une blague en soi. Ce n'est pas le général Yakovlev qui va vous dire que les autorités ukrainiennes ont ouvert plus de 60 000 procédures criminelles, 60 000, contre des soldats pour désertion rien qu'en 2024. Ce qui représente presque le double du nombre des 2 années précédentes réunies. Il n'y a rien qui dit plus, on est en train de gagner la guerre, que on a 2 fois plus de désertion que toutes les autres années précédentes réunies. Voilà, bon. Plus de 100 000 soldats ont été accusés de désertion depuis le début de l'invasion russe. Donc 100 000, dont 60 000 rien qu'en 2024. Près de la moitié de ces affaires ayant eu lieu au cours de la dernière année. Donc,
Des rapports font état d'unités entières qui abandonnent leur poste, entraînant des vulnérabilités sur les lignes de défense. Parmi les incidents spécifiques, on compte des centaines de soldats de la 123e brigade d'infanterie qui ont déserté leur position à Vuhledar, dans la région de Donetsk, pour retourner à Mykolaïev. Des histoires personnelles racontées sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, montrent des soldats traumatisés par les lourdes pertes. Mais évidemment, c'est la guerre. Je veux dire, les teubés de plateau à Paris sont c'est génial. Non, c'est la guerre. Il y a des mecs qui s'éventrent. Hein. Vous avez vu cette vidéo qui a circulé d'un soldat yakoute russe qui éventre un malheureux Ukrainien à coups de poignard cranté. Et l'Ukrainien lui dit, par pitié, laisse-moi mourir en paix. Enfin, c'est ça la guerre. Heureusement qu'on est sur une guerre de moyenne intensité où les drones font qu'on ne peut pas concentrer beaucoup de troupes. Mais Stalingrad, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, c'était des mecs qui s'ouvraient la tête à coups de pelle. Enfin, c'est ça la guerre, ça ressemble à ça. C'est vous transformer un type en face qui est un humain, qui est formé à votre image, qui a 2 yeux, 2 bras, 2 jambes, un nez comme vous le transformez en engrais de bonne qualité, c'est ça la guerre. Les médias ont jamais... les Guignols en parlaient très bien, les frappes chirurgicales, etc. Enfin, faut montrer la guerre. La guerre, faut la montrer sexy. Il faut surtout pas montrer l'autoroute de l'enfer pendant la première guerre du Golfe, où vous avez... N'allez pas regarder ces images sur Internet, par pitié. Vous voyez, je vous les raconte juste. Donc c'est toute une colonne en fuite de l'armée irakienne en 91 qui est napalmée. Et vous voyez figé sur place, comme un défilé du 14 juillet, de morts. C'est un truc horrible, l'autoroute de l'enfer. Même George Bush père, qui pourtant est pas du tout un tendre. C'est un mec qui a failli se faire bouffer physiquement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et son avion s'était écrasé sur une île où les Japonais ne faisaient pas de prisonniers et avaient déjà bouffé plusieurs officiers américains. Donc le type, s'il s'était fait choper, il l'aurait bouffé. Donc c'était pas du tout c'était un dur à cuire, le mec. Et ben même George Bush père a dit ça non, quoi. Ça c'est un truc parmi les regrets qui me hantent, il y a l'autoroute de l'enfer. Parce que là, il y a toute une colonne de pères de famille. Hein. Les mecs, c'est des conscrits irakiens. De pères de famille qui sont figés comme ça. Squelette, le nez arraché, brûlé. Et puis vraiment, comme si ils avaient été transformés en morts en un claquement de doigts. C'est film d'horreur. C'est parce qu'ils sont dans la posture où ils étaient au moment de mourir. Et c'est une sorte de Pompéi, quoi, à ciel ouvert. Je sais même pas... même les gars qui ont dû nettoyer ça, quoi. Le trauma. Vous avez une autoroute entière de mecs morts comme ça sur leur char, en l'état mort, quoi. Game of Thrones, le truc. Bon, c'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Et la presse poubelle, elle vous dit pas que c'est ça la guerre. La presse poubelle, elle vous dit pas que ça ressemble à ça la guerre. LCI, BFM, ils vont pas vous mettre la vidéo de ce pauvre soldat ukrainien qui se fait ouvrir en deux par le Yakout. Elles vont pas vous mettre ça. Le Yakout qui s'était fait bouffer l'oreille par le soldat ukrainien. C'était combat au corps à corps. Voilà. Bon, bah c'est ça, la vraie guerre, c'est ça. Donc oui, ça déserte. Vous croyez quoi, que les Ukrainiens, ils l'ont pas vu, cette vidéo? Elle peut pas être gagnée, cette guerre. Il y a que des cinglés comme Yakovlev pour vous dire... parce que c'est des mecs voilà, qui ont été recrutés par l'OTAN, qui ont été entièrement structurés autour d'un poulet sans tête aujourd'hui. Parce que l'OTAN, on voit bien, hein, quand on a Donald Trump qui colle un coup de pression au Danemark, qui pourtant est un allié de l'OTAN, ça prouve bien que l'OTAN, il en a rien à foutre. Donc pendant qu'on a des toutous comme Yakovlev qui continue à nous sortir le narratif en contravention de la charte de Munich, évidemment, parce que c'est pas tellement le premier devoir de la charte de Munich que de raconter des conneries pareilles, mais c'est en effet un agenda politique, et ben on a Trump qui dit l'OTAN, j'en ai rien à secouer. Bon. Mais voilà, la réalité, hein, pendant qu'on a un Yakovlev qui nous sort... qu'est-ce qu'il a sorti comme connerie encore celui-là, Poutine a avalé une grosse dose d'ukrainium, donc en référence au polonium 212, hein, par lequel il avait fait assassiner Litvinenko. Et donc cet ukrainium est en train de ronger son pays, d'accord. Ok. Je sais même pas si c'est lui qui allait trouver cette superbe formule. Mais bon, voilà. Bon, la réalité, c'est que les Ukrainiens, ils sont pas plus cons que les autres. Ils savent que leur gouvernement est corrompu. Ils savent qu'on les envoie au saloir pour rien. Ils savent que cette guerre ne peut être terminée que par la diplomatie, mais pas par le rapport de force. Et ils savent qu'à partir de maintenant, et sans doute depuis le début d'ailleurs, toute personne qui meurt avec un uniforme ukrainien est morte pour rien, de chez rien. Et tellement de pour rien qu'il y avait les accords de Minsk avant, donc là aussi un autre mensonge de la presse poubelle, le fameux mot unprovoked. Cette guerre n'a pas été provoquée. Bah merde, si elle n'a pas été provoquée, pourquoi il y a eu 2 accords de Minsk alors? Je me rappelle pas qu'il y a eu des accords de Washington ou de Paris pour la guerre en Irak.
qui elle était unprovoked pour le coup. Je me rappelle pas que là, il y a eu en effet les États-Unis qui dit allez oui, on va d'abord la diplomatie. Ben non, c'est ce que De Villepin reprochait à Washington. Il disait les voies diplomatiques n'ont pas été épuisées. Voilà, la guerre, on l'a fait quand on a épuisé les voies diplomatiques. Ce qu'ont fait les Russes, ils avaient complètement, on peut pas les accuser, et l'histoire ne les accusera jamais de ça, la vraie histoire, ils ont épuisé littéralement toutes les voies diplomatiques avec l'Ukraine. Bon. Quand on a épuisé toutes les voies diplomatiques, on part en guerre. Les Américains avaient-ils, eux, épuisé toutes les voies diplomatiques avant de partir en guerre en Irak? La réponse est bien sûr non. Donc, c'est là que vous voyez la presse poubelle dans ses œuvres. Elle ne vous dit pas, la presse poubelle, que eh bien, la guerre en Irak de 2003 était bien unprovoked, et d'ailleurs elle était illégale au regard des Nations Unies, mais elle vous dit que la guerre d'Ukraine était unprovoked, ce qui est faux, puisqu'il y a eu Minsk 1, Minsk 2, plusieurs accords, et qu'il y a eu plusieurs casus belli au-delà des accords, hein, typiquement brûler vif une quarantaine de Russes dans un théâtre à Odessa, je vous garantis que la Russie n'appréciera pas. Eh ben, surprise, ils n'ont pas apprécié. Bon, en réponse, le Parlement ukrainien a approuvé pour la première fois en août 2024 la décriminalisation des tentatives de désertion, à condition que les accusés acceptent de retourner en service. Et ça n'a pas du tout fonctionné, bien au contraire. Scandale maintenant d'une brigade zombie ukrainienne qui a été formée et armée par la France, la fameuse brigade Anne de Kiev. Donc vous en avez entendu parler, c'était toujours dans les annonces, hein, c'était comme les Javelines, comme les Bayraktar, comme les F-16, à chaque fois une nouvelle annonce. Et ben en effet, la brigade Anne de Kiev, alors ça a été l'information a été relayée par Florian Philippot, qui citait la presse française, mais ça a été relayé aussi bien sûr par History Legend, qui citait plusieurs titres de presse. Donc, une brigade d'infanterie, la brigade Anne de Kiev, en partie formée par la France pour l'armée ukrainienne, se révélerait être un fantôme. Le 2 janvier, alors d'abord, les personnes, et c'est ce que rapporte Alexandre Robert de History Legend, les gens qui habitaient à côté de Mourmelon, où cette brigade a été formée, entre autres, une partie de cette brigade a été formée en France, eh bien, rapportaient que quasiment tous les week-ends, des Ukrainiens essayaient de se barrer. Et que c'était la police militaire française qui les ramenait. Donc ça, c'est pas bon signe en général. Les mecs, ils sont en France, ils savent bien que la guerre est perdue, ils vont plutôt essayer de se casser que d'aller se faire envoyer sur le front, d'autant que les Ukrainiens, depuis 2 ans, envoient les brigades fraîches directement sur le front. Ils les envoient pas sur des zones... Par exemple, un des bataillons de la brigade Anne de Kiev s'est retrouvé pile poil dans un chaudron en train de s'effondrer, dans une... enfin, c'est pas encore un chaudron, mais dans une poche, quoi, dans une poche qui était en train de s'effondrer. Et donc, bon, c'est pas la façon la plus intelligente de garantir que les volontaires vont vouloir y aller. Le 2 janvier, le journaliste ukrainien Yuri Boutousov, c'est lui la source primaire, a posté un long message sur Facebook dans lequel il dénonce que près de 1700 soldats de cette unité auraient déserté, pour la plupart avant même d'être déployés sur le front. Avant même d'être déployés sur le front. Ce qui fait, vous imaginez pour le moral, hein, parce que vous voyez des gens avec qui vous vous êtes entraîné, que vous ne revoyez plus avant d'aller au combat, vous n'êtes pas idiot, vous savez que ça veut dire qu'ils ont déserté. Donc bah, vous vous dites pourquoi pas moi. Donc si vous avez 1700, donc une brigade c'est à peu près 5000. Hein, bon, donc si vous avez 1700, une brigade c'est entre 3000 et 5000, après les brigades ukrainiennes elles sont jamais très staffées, mais bon, partez du principe que c'est entre 3000 et 5000, une division entre 5000 et 10 000. Et donc 2 ou 3 brigades ça vous fait une division. Eh ben 1700 soldats, bon, si la brigade fait 3000, ça fait plus de la moitié. Si elle fait 5000, ça fait, en ajoutant les désertions que vous aurez par la suite, la moitié aussi. Donc, parce que voilà, pour faire la moitié, il vous faut donc 800 de plus. Voilà, 1700 soldats de cette unité auraient déserté pour la plupart avant même d'être déployés sur le front. Un chaos organisationnel complet, je cite, aurait entraîné le départ de son commandant et plusieurs de ses subalternes, conduisant à renvoyer les quelques soldats qui restaient vers d'autres unités à Pokrovsk. À Pokrovsk, en plus. À Pokrovsk, c'est la ville la plus mise sous pression à l'heure actuelle. C'est pas le Club Med, là. On n'est pas en train de faire la pause merguez. Pokrovsk, c'est la ville qui est menacée d'encerclement et de rupture logistique par l'armée russe. Je cite pour colmater les trous, indique le journaliste. Les autorités de Kiev ont depuis confirmé auprès de l'AFP avoir ouvert une enquête pour abus de pouvoir et désertion. Super. Selon diverses sources, la création de cette nouvelle brigade aurait coûté près de 900 millions d'euros, dont 80% étaient investis directement dans l'équipement technique et la formation des soldats. La France leur a fourni 128 véhicules de transport de troupes, donc des VAB, hein, c'est pas non plus les trucs les plus nouveaux, hein, par rapport au Griffon, mais le Griffon équipe pas encore largement l'armée française.
18 AMX-10, alors c'est présenté en général comme des chars, les AMX-10 c'est pas du tout des chars, hein. C'est un héritier de l'ERC pour roue canon, donc la MX-10 c'est roue canon, RC aussi, la MX-10 RC, ce n'est pas du tout un char. D'ailleurs, c'est pas du tout fait pour faire des vraies offensives, c'est fait pour faire de la reconnaissance en force, ou de la contre-insurrection, ou de la reconnaissance tout court, pas forcément en force d'ailleurs, mais c'est pas du tout protégé contre les drones, et dans la guerre actuelle, c'est pas un véhicule qui sert beaucoup. 18 canons automoteurs César, ok, ça c'est limite ce qui sert le plus, ainsi que des camions, des blindés d'évacuation sanitaire, des postes de tir de missiles antiaériens Mistral et anti-char Milan, ça sert davantage. Encore qu'aujourd'hui, pareil, un missile Milan coûte beaucoup plus cher qu'un drone, et un drone fait le même job pour un... puis surtout, un drone, il peut rester en maraude beaucoup plus longtemps, alors qu'un Milan, non seulement il révèle votre position quand vous le tirez, ce qui est légèrement un problème, mais en plus de ça, il peut pas rester en maraude. Donc là, pour le coup, les missiles anti-char Milan, je suis plus certain qu'ils soient très utiles en Ukraine. Par contre, oui, les missiles Mistral, à la limite. Ouais. Puis bon, vraiment encore à la limite. En décembre dernier, la brigade Anne de Kiev avait été dénoncée par la députée ukrainienne Mariana Bezougla comme brigade zombie, formée selon elle dans un objectif de publicité. C'est exactement ça. On est encore dans la pub, et la presse poubelle ne vous dit pas que c'était de la pub, cette histoire de brigade Anne de Kiev. Et ben maintenant, on est là, dans l'Octogone, pour vous dire que c'était de la pub. Allez, Vladimir Zelensky propose d'acheter des armes américaines avec les fonds gelés russes. Dans une interview sur le podcast américain de Lex Fridman, donc il a interviewé récemment, où d'ailleurs Zelensky a commencé à balancer. Hein, il a commencé à dire « Mais vous croyez quoi? Pourquoi il y a autant d'argent qui va en Ukraine? C'est parce que ça repart ensuite aux États-Unis. Hein, » donc, enfin, aux États-Unis, à des fonctionnaires corrompus américains. C'est pas forcément sur le sol américain que ça repart. Donc, dans cette interview avec Lex Fridman, le président ukrainien a révélé avoir fait une offre au président Donald Trump pour un achat de 300 milliards de dollars d'armes américaines avec les avoirs gelés de la Russie. Prenez l'argent dont nous avons besoin pour notre production intérieure et nous achèterons toutes nos armes aux États-Unis. Ce sera très bon pour votre industrie, a déclaré Zelensky, considérant cette offre comme une garantie de sécurité pour l'Europe et les États-Unis dans le cadre d'un accord de paix. Le président ukrainien n'a pas mentionné quelle a été la réaction de Trump sur cette offre, et il a bien fait parce que cette réaction est négative. Pour les raisons très simples, qui est que les Russes peuvent aussi tout à fait faire chier les Américains, et que là, on serait un cran au-dessus dans la guerre, alors que dans la guerre déclarée par les États-Unis à la Russie, alors que cette guerre avec l'Ukraine est déjà perdue. Allez, dernière dépêche avant de passer donc à l'Octogone. Vous savez, on avait beaucoup de choses, hein. Pour nos abonnés, et merci à nos abonnés, Israël met en garde ses soldats sur l'utilisation des réseaux sociaux après une action judiciaire au Brésil. Le gouvernement israélien demande à ses soldats et réservistes de ne plus publier d'informations militaires sur les réseaux sociaux après qu'un soldat a été visé par une enquête au Brésil pour crime de guerre. Alors qu'il était en vacances, ce soldat a été accusé donc de crime de guerre par la fondation In Rajab, une organisation locale pro-palestinienne, sur la base de vidéos et photographies publiées en ligne le liant à des destructions de bâtiments civils. Un juge fédéral brésilien a ordonné une enquête sur ces allégations. L'homme a fui vers l'Argentine, aidé par des officiels israéliens. Tel Aviv craint que ce cas ne crée un précédent permettant d'autres poursuites contre des soldats israéliens à l'étranger. Des mesures ont été annoncées pour renforcer la confidentialité et limiter les fuites d'informations militaires. Oui, c'est la base. Aucun soldat, de toute façon, même le plus droit du monde, ce qui était de toute évidence pas le cas ici, ne doit poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, je vous dis ça, et juste avant, je vous ai dit, on a cette vidéo qui a circulé de la bodycam du pauvre soldat ukrainien qui s'est fait ouvrir en deux en Ukraine. C'est le 21e siècle, c'est les années 2020, c'est les guerres TikTok. Aujourd'hui, il y a plus d'yeux sur les conflits, ce qui en un sens est très bien, parce que avoir plus d'yeux sur les conflits, ça réduit, ou disons ça augmente, sans être naïf, ça augmente le prix des crimes de guerre. Alors qu'avant, évidemment, quand on pouvait rien voir, c'était open bar. Donc c'est une bonne chose que les guerres se tiktokisent en un sens, et j'espère que ça va continuer dans tous les sens. Les Russes en ont fait les frais en Ukraine, tant mieux, parce que là aussi, les guerres se tiktokisent, c'est une très bonne chose. Mais bon, soyons pas complètement naïfs non plus. Et on va terminer cet octogone là-dessus. Encore une très bonne année 2025 à vous.